Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles pour cette dernière émission 100% sport de l'année, tout en images. Au programme, on débutera avec le coup de cœur de l'émission, on poursuivra avec la dénomination des cours 1 et 2 du Tennis Club du Lorrain. On écoutera la réaction du CTR de la Ligue, Raphaël Pourri. On ira au Gros Morne avec les deux entraîneurs U13, U15 du Réveil sportif. On poursuivra avec l'US Robert U11, U15. On écoutera la réaction du président du Golden Star, cher Jean-Louis, puis la finale de la Coupe de Martinique. On terminera avec les réactions en Martinique après la Coupe du Monde France-Argentine. Et Maël Château, Henri, qui pratique la pirogue, nous irons visiter son atelier. Voilà pour le programme. Tout de suite, on débute avec le coup de cœur de l'émission 100% sport, le premier défilé de mode mis en place par Lydia Sainte-Rose 14 avec comme marraine Stella Gonis et le parrain Colobart au micro de 100% sport. Martinique, c'est dans la commune du Lorrain que Lydia Sainte-Rose 14, couturière de longue date, au 7 rue Grand Bêta, a organisé son propre défilé au Centre culturel du Lorrain avec comme marraine Stella Gonis et le parrain Colobart. Une grande joie et une fierté pour cette passionnée de la couture. Pour toutes vos confections et retouches, contactez Lydia Sainte-Rose 14 au 06 96 79 73 74. Colobart, ce soir, c'est vrai, vous aidez une couturière, Lydia, pourquoi? D'abord, bonsoir. D'abord parce que c'est des jeunes, tu as vu, ce sont des jeunes créateurs qui font des choses. Donc, quand ils t'interpellent en tant qu'artiste du Nord pour contribuer au développement de la manifestation avec tous ces jeunes-là, tu viens, ça c'est certain. C'est pour les aider à avancer. C'est magnifique ce qu'ils font. Alors c'est vrai, vous êtes le parrain de cette manifestation. On a vu défiler pas mal d'enfants défiler, des défilés de mode, une réaction là-dessus. Des coiffures, des jeunes enfants avec un choix de musique qui est extraordinaire parce que tu as bien vu que le premier défilé s'est déroulé sur les districts Black Mambazo. On n'a pas beaucoup entendu ça ici et ça fait plaisir d'entendre ça avec des enfants magnifiques qui sont somptueux. Et puis les coiffures, tu as vu le travail du robe, du madras, du wax et de la coiffure, je trouve ça extraordinaire. C'est des jeunes créateurs qui font des choses extraordinaires. D'ailleurs, je suis habillé par Lydia. Dernière question, c'est vrai, la musique qui revient, c'est Debout ou bien mort, pourquoi? Donc, parce que c'est surtout pour la phase où nous travaillons ensemble, pour nous faire ensemble. C'est ensemble nous allons avancer. Si nous ne pas avancer ensemble, nous allons mourir de toute façon. Nous condamner à aller ensemble. Elisabeth Jourdain, comment s'est passée la mise en place de ce défilé aujourd'hui? Donc alors, c'est vrai que ça a été très difficile, mais c'est quelque chose que j'aime. J'aime bouger, j'aime être en contact des autres, des partenaires et tout cela. On a rencontré des difficultés, mais malgré tout, tout s'est bien déroulé. La preuve, tout se passe bien. Donc voilà. C'est quand même bien de mettre en évidence une couturière originaire de la ville du Lorrain, de la faire sortir dans l'ombre un petit peu. Oui, c'est vrai, parce que je lui ai proposé, je lui ai dit, et si on faisait un défilé? Et puis, elle me dit, pourquoi pas? Donc, je lui ai dit, on lance le défi. Et puis, elle m'a dit, oui, je veux mettre en concurrence le wax et le madras, parce que c'est vrai que c'est deux tissus que tout le monde porte. C'est vrai que le wax, il remporte un peu sur le madras, mais cela n'empêche pas. Donc, c'est la fusion entre les Antilles. Voilà, et l'Afrique, et voilà, tout à fait. Voilà. Ça reste aussi une identité aussi. Oui, voilà, tout à fait, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ce soir? Ben, ça y est, ça se produit déjà. On a bien commencé, les gens sont satisfaits. Donc, que cela continue. Les enfants également sont habillés. Voilà, oui. Joue le jeu, tout le monde joue le jeu. Tout le monde joue le jeu. Tout le monde joue le jeu. On reste au Lorrain avec le tennis club du Lorrain, la dénomination des deux cours qui portent désormais le nom de Vincent Marie et Hippolyte Marcelin. Reportage 100% sport. On est aujourd'hui au tennis club du Lorrain
pour non seulement inauguration des cours de ce terrain. On va tout de suite à la rencontre de Sylvain Boisfer. Sylvain Boisfer, alors parlez-moi un petit peu, vous êtes le président de ce club, parlez-moi un peu de cette soirée ce soir. En principe, on fait cette soirée-là, c'est pour honorer quelques anciens membres de notre association et pour pour donner un nom à nos deux noms à nos deux cours. Et on a pu faire un tournoi interne et à la suite de ce tournoi, on va clôturer avec l'honoration des membres de l'association du tennis club du Lorrain. Alors le tennis club du Lorrain qui comporte combien de membres? Pour le moment, on est cette année, on est à entre 80 et 85 membres. Alors c'est vrai, vous avez pu réaliser votre tournoi il n'y a pas très longtemps. Comment s'est déroulé ce tournoi? Pas trop mal, parce que le temps on avait du beau temps. On a pu réaliser pendant 2 semaines, faire le tournoi. Et je crois que, même si j'étais pas là, mais le comité a pu tenir pour faire fonctionner le tournoi. Alors combien de membres existent dans ce club? En principe, on est à 80, entre 80 et 85 membres au niveau de l'association. Et ça fonctionne bien? Je dirais assez bien cette année par rapport au Covid l'an dernier. On avait un petit souci au niveau des adhérents. Et puis cette histoire de passe sanitaire et passe vaccinal qui nous a un peu freiné pour que les adhérents puissent venir au club. Alors ce soir, que va-t-il se passer ce soir? En principe, ce soir, on va honorer quelques membres qui ont donné de leur temps à l'association et puis faire la dénomination des deux cours. C'est important de rendre hommage à ces personnes de leur vivant. Je crois oui, parce qu'ils ont dû faire du bénévolat, par rapport des gens qui font du bénévolat, ils ont parfois tenu entre 10 ans et 15 ans au niveau de l'association. Je pense que ces gens-là doivent être reconnus. Alors pour l'instant, on assiste à une finale entre Thierry, notre BE, Thierry Contrôle, ouais, et Olivier Luisin, un ancien président du club. Est-ce que Thierry va contrôler ce match? Je ne sais pas, on a un arbitre, je pense que je ne regrette même pas, je suis un peu pris par l'événement, parce que par rapport aux invités qui arrivent au fur et à mesure, on est obligé de les recevoir. Thierry Contrôle opposé à l'ancien président. L'ancien président, oui, Olivier Luisin. Olivier Luisin, mais on verra si Thierry Contrôle va contrôler cette finale. Oui, je pense que... Parce que là, on voit qu'il est déjà sur son deuxième service. Et là, on pense qu'il va clôturer Thierry Contrôle, qui est un homme incontournable ici du tennis club du Lorrain, puisqu'il est le BE du club ici et il met en place notamment le tennis santé également. Il met beaucoup d'activités ici pour le tennis. Alors, Président, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Je crois une bonne chance et bonne vie à cette association qui en a aujourd'hui, qui vit ses 44 ans, et j'espère que ça va durer. Voilà, on entend les applaudissements avec le point perdu par Thierry Contrôle. Merci, Président. De rien. Et je vous remercie d'être monté pour couvrir cette... D'accord. Nous allons aussi à la Ligue de tennis Germain Sumbo au Lamentin. Nous écoutons le CTR, Raphaël Pori. Il était au micro de 100% Sport. Raphaël Pori, vous êtes le conseiller technique régional en matière de tennis en Martinique. Parlez-moi un petit peu de ce tennis en Martinique. Écoutez, le tennis, j'ai presque envie de dire qu'il se porte bien. On a souffert du Covid comme toutes les autres disciplines. Et malgré ce moment très difficile pour tout le monde, grâce à l'implication des présidents, des enseignants, et on a pu maintenir un niveau de licence assez élevé, puisqu'on a fini l'année à 2400 licences, donc c'est très positif. Et cette année, on redémarre très bien avec la mise en place de 2 séminaires qui ont permis de réunir les présidents de clubs, les enseignants professionnels pour travailler sur les plaquettes des différents clubs, sur les missions que les enseignants ont à mettre en place dans leur structure,
Et puis également, à la demande de notre président et de l'équipe de ligue, de l'ETR, l'accompagnement également des présidents pour les enseignants. Donc voilà, tout se met en place dans la bonne ambiance et voilà, pour bien faire les choses, pour satisfaire les passionnés et pourquoi pas attirer des nouveaux adhérents. On peut dire que c'est une discipline qui se porte, entre guillemets, un peu mieux qu'avant le Covid. Oui, la discipline se porte bien, on aimerait mieux, donc on va pas s'arrêter là, on voudrait que ça aille encore mieux. Donc on va continuer à accompagner les clubs, à accompagner les enseignants et puis faire en sorte que voilà, le tennis soit présent le plus souvent possible dans les médias, la presse écrite également, et puis surtout que, voilà, que tout le monde puisse pratiquer du sport parce que voilà, on s'est rendu compte que c'est très important pour tout le monde. Quel est le rôle du conseiller technique régional? Mon rôle est de décliner la politique sportive de la Fédération française de tennis. Donc c'est mon rôle principal. Donc ça part des 5-6 ans sur la détection, le repérage de l'élite, des jeunes qui sont entraînés en club. Et ça va jusqu'aux 15-16 ans pour les intégrations en pôle France. Donc mon rôle est prioritairement axé sur le sportif. Et dans le sportif, il y a également la formation des enseignants, l'aide aux enseignants sur la construction de leur école de tennis, les plannings, voilà, faire en sorte qu'ils évoluent également dans leur métier, parce que le métier évolue. Donc ça, c'est la deuxième mission que j'ai. Et puis la troisième, c'est voilà, de manager l'équipe technique régionale de ligue, aussi bien sur le sportif, la préparation physique et un peu le développement, mais le développement, c'est plus à la charge de la responsable administrative et du conseiller en développement. Dernièrement, vous avez été visité par la Fédération française de tennis. Deux mots là-dessus. Tout à fait. On a eu la visite de la direction technique nationale il y a une semaine. Donc c'est un message fort que la fédération a envoyé, parce que l'année dernière, on a eu la visite du président de la Fédération française de tennis. Et là, c'est carrément son équipe, donc la direction technique nationale qui est venue. Alors, il y avait deux objectifs sur cette visite. La première, elle était sportive, puisqu'il y avait Nicolas Escudé, qui est le directeur technique national, pour venir voir les jeunes qu'on entraînait à la Ligue, les jeunes qui font partie du centre fédéral d'entraînement, qui ont été repérés, détectés, et qu'on entraîne à minima 10 heures par semaine. Et le deuxième objectif, c'était effectivement de s'imprégner de nos problématiques sur des visites de clubs. Parce que voilà, on est amené régulièrement à envoyer des projets clubs à la fédération, des projets de rénovation de terrain, des rénovations de clubhouse. Et voilà, leur visite a été également axée là-dessus pour qu'ils comprennent nos difficultés pour aider les clubs à se développer, à pérenniser les adhérents, mais aussi à en attirer de nouveaux. Donc les clubs sont vieillissants, les terrains sont vieillissants, ils ont pu s'en rendre compte. Et voilà, maintenant, on espère qu'ils vont répondre positivement à toutes les demandes. Alors c'est vrai, ils ont visité différents clubs, notamment avec différents parcours. C'est important pour vous de voir une telle délégation de la fédération visiter les clubs de Martinique? Ah oui, c'est très 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 important. On fait partie de la même famille, hein. On est juste délocalisé, parce qu'on décline, comme je vous l'ai dit, hein, ma mission est de décliner la politique fédérale au niveau de la Martinique. Donc elle est mise en place sur le territoire. Donc à un moment donné, il faut aussi que l'ascenseur aille dans les deux sens, donc il se déplace, et c'est très 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 bien. Dernière question, nos jeunes progressent en matière tennistique? Oui, oui, nos jeunes avancent, heureusement. On a aujourd'hui de 2009 qui font partie du top 20 français. On fait tout pour qu'ils puissent rentrer dans le top 15, top 10. Voilà, la bataille est dure, donc les autres, ils progressent aussi. Il y a une 2011 qui fait partie du top 8 français chez les filles, hein. Elle est 5-6, elle a 12 ans, elle aura 12 ans l'année prochaine. Donc c'est très très bien. Et puis on a d'autres qui arrivent, des petits, qu'on a repérés dans les clubs, qui ont été formés par les enseignants de club et qu'on entraîne aujourd'hui à la Ligue. Donc on fait tout pour qu'ils puissent rentrer aussi dans le bon wagon du top 20 français. Et après voilà, l'histoire elle est longue. C'est pas simple d'arriver à haut niveau, mais par contre c'est une bonne école de la vie. Donc on croise les doigts pour qu'un jour, voilà, on en ait régulièrement qui rentrent sur le circuit professionnel.
Raphaël Pourri, 100% Sport vous remercie. Merci. Après le Téléthon des motards qui s'est déroulé aujourd'hui, également, il y avait le Téléthon du paddle avec moi, Maïva Richer. 2 mots sur ce paddle Téléthon. Alors, on a organisé la manifestation 24 Corps Padel, qui a débuté vendredi 2 et qui prendra fin samedi à minuit, dans quelques heures. Alors, sur l'ensemble du week-end, on a eu environ 46 inscrits. Donc voilà, c'est une manifestation qu'on a mis en place assez tardivement. L'idée nous est venue d'Olivier Moreau et du coup, j'ai pris en charge toute l'organisation. On a bouclé en 2 semaines et on est satisfait. Alors, il y a eu les dons, effectivement. Les dons qui sont récoltés seront reversés à la FM Téléthon. Exactement. Tous les dons récoltés seront reversés à la FM Téléthon. Et en plus, nous avons mis en place une urne pour récolter des dons supplémentaires en plus de la participation de 10 euros. Voilà, en dehors de ceux qui se sont inscrits pour participer à ce défi, vous avez quand même été assez large avec une urne qui permettra à des personnes de donner ce coup de pouce à la FM Téléthon. Exactement. Comment l'idée vous est venue de mettre en place ce défi? Ben, en fait, c'est comme je disais, c'est venu d'Olivier Moreau. On discutait, il m'a appelé, il m'a dit et si on faisait 24 heures padel pour le Téléthon? Et tout de suite, ça m'a plu, je me suis dit bon, ben, pourquoi pas? On a essayé d'innover, on a fait quelque chose de nouveau. C'est la première édition et on espère que l'année prochaine, ce sera encore mieux. C'est c'est une première également pour le tennis club La Plaine du Lamentin. Exactement, c'est une première. C'est dans le monde du tennis, c'est une première. Ouais. Lucas Meyer, une finale, on va dire, électrique pour vous? Oui, une finale avec de la tension, avec de l'intensité. Il y a eu de la bagarre, c'est bien. Un premier set qui s'est bien déroulé, vous êtes monté crescendo, récupéré quelques points de votre adversaire. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans le deuxième set? Je pense que les 2 sets étaient assez similaires. Après, c'est plutôt de l'intensité mentale, c'est rester concentré au maximum. Le tennis, c'est toujours là que se fait la différence, je pense. Hein. Donc, au deuxième set, il est vrai, au deuxième set, c'est vrai, vous avez élevé votre tennis pour pousser votre adversaire au tie-break. Ça faisait partie de votre technique de jeu. Ah, on prend ce qui vient là. Hein. Dans ces cas-là, c'est sur le moment. Hein. On trouve la force là où on peut et on cherche les ressources comme elles viennent. Hein. Mais j'ai essayé de rester concentré tout au long. Deux mots sur ce tournoi qui se termine aujourd'hui pour vous. Eh ben, c'est toujours un plaisir de venir à La Plaine. La Plaine, c'est vraiment c'est le moteur du tennis. Hein, en ce moment, on voit, ils organisent plein de tournois. Voilà, c'est là que ça se passe. Et puis les infrastructures sont superbes, donc on profite, on est là. Alors vous êtes du tennis club de Plateau-Roi. Comment ça fonctionne à Plateau-Roi? Plateau-Roi, c'est un club assez moyen au niveau taille. C'est pas un très grand club, mais on a une bonne ambiance, c'est familial. On a des supporters quand on joue. Enfin voilà, c'est très convivial, c'est sympa comme club. Des projets pour d'autres tournois? Là, on va faire une petite pause. On fait une petite pause et puis on reprend en 2023 plus motivé que jamais. Comme de Rod, vous venez de remporter ce tournoi dans la catégorie plus de 35. 2 mots sur ce parcours. Bah, écoutez, c'était un très beau tournoi tout d'abord. Merci au TC La Plaine. Et puis dans le parcours, j'ai fait des beaux matchs, notamment que ce soit en senior ou en plus de 35. Avant-hier, la demi-finale était très serrée également contre Gilles. Et donc ici, en finale, il a fallu aussi élever le niveau. Et je rends hommage notamment à mon adversaire qui a su me pousser dans mes retranchements, puisqu'avoir mené à chaque fois au score dans le set, il a réussi à recoller. Et il a fallu que je serre le jeu pour gagner cette finale. Alors le premier set, vous gagnez 6-4. On va pas dire que c'était facile, puisque c'était un score assez serré également. Et au deuxième set, on vous a vu un peu remonter un peu votre niveau de jeu et un peu d'énervement aussi au deuxième set, non? Alors effectivement, le premier set 6-4, on enchaîne. J'enchaîne plutôt pas mal parce que je mène 3-0. Et là, Lucas a de nouveau bien serré le jeu. On a haussé le niveau de jeu tous les deux. Et donc ça a été tendu tout au long du set jusqu'à la fin, jusqu'au dénouement un peu cruel du tie-break.
Justement, en parlant du tie-break, dans quel état d'esprit étiez-vous au moment où votre adversaire vous pousse au tie-break? Écoutez, j'ai eu une occasion effectivement de gagner le match avant. Donc c'était pas simple au départ du tie-break, mais en revanche, je démarre très bien. Parce qu'une fois de plus, je mène 3-0. Et là, Lucas, de nouveau, remonte, mène 4-3, 5-3. Il a une balle de match. Et il a fallu effectivement très bien serrer le jeu. Un peu de chance, bien évidemment, toujours, pour gagner ce match. Place au ballon, on prend la direction du réveil sportif du Gros Monde. Nous écoutons Nazaire Versol et Raphaël Georges, entraîneurs des U13 et U15, au micro de 100% Sport. On est au réveil sportif ici dans la commune du Gros Monde avec les U13. Nazaire, parlez-moi un peu les ateliers que vous mettez en place pour ces jeunes de U13 du réveil sportif. Bon, avant tout, bonsoir. J'ai été présenté, mais je me présente à nouveau, Nazaire. Surtout avec les 13 que j'ai en quelque sorte, moi je vais pas cacher les mots encore. J'aime travailler sur surtout la partie, ce qui est spécifique pour moi, surtout à leur âge en quelque sorte, c'est la partie technique. Et là, ce soir, j'ai mis en place un travail de coordination avec toute la palette que vous avez pu voir en quelque sorte, avec la partie intérieur-extérieur, intérieur-extérieur, le crochet, tout ce qui s'ensuit en quelque sorte, sortir dans les piquets, revenir, trouver les bonnes solutions, travailler tête levée, puisque c'est toujours comme ça avec ces petits jeunes en quelque sorte, puisque le plus souvent on a un but à marquer ou encore on a une passe, il y a une transmission ou encore, si la tête elle est au sol en quelque sorte, la partie n'y est pas. Alors c'est pourquoi j'insiste énormément et les faire comprendre que toute la partie surtout à cet âge en quelque sorte, si ces gamins veulent aller en sélection ou encore toucher quelque chose ou encore tester quelque chose sur la métropole ou encore, c'est surtout la partie qui est technique en quelque sorte. Et à partir de ça en quelque sorte, c'est cette partie qui est technique, si la partie elle est bonne en quelque sorte, nous mettons ça en équipe en quelque sorte. Et là, je pense qu'on peut avoir un jeu qui peut être assez satisfaisant. Alors, vous avez mis en place cet atelier, comme vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment l'atelier de maîtrise de soi, là. La maîtrise de soi, oui, oui, c'est sûr. Oui. Et là, en quelque sorte, là, ils sont partis jongler en quelque sorte. Si vous regardez bien en quelque sorte, vous devriez bien voir que ces messieurs savent déjà maîtriser un peu. Je ne veux pas dire que ce sont des gros, ils ne vont pas maîtriser toute la partie d'un coup, mais c'est surtout ça, leur base déjà. Et j'insiste énormément sur la base. À cet âge-là, il faut que ces enfants-là puissent avoir une bonne base, surtout s'ils veulent aller titiller certaines choses. Une sélection ou encore. Nazaire, quels sont les critères pour faire partie de ce groupe des U13? Je n'ai pas saisi la question. Il n'y a pas de critères. Quels sont les critères pour faire partie de ce groupe U13? Les critères, en quelque sorte, moi, je vais pas, moi, très sincèrement, ce que je dis, en quelque sorte, avoir déjà un gamin qui arrive, en quelque sorte, critères, quand vous dites critères, il y a beaucoup de paramètres dedans, en quelque sorte, mais moi, je préfère avoir déjà un gamin qui ne sait rien faire au foot, qui arrive sans bagage, en quelque sorte. Et une fois que la bonne question que moi je pose, en quelque sorte, surtout demander, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux jouer au foot ou encore tu veux faire autre chose? Tu veux jouer au foot? C'est prenant, c'est parti prenant. Et à partir de ça, en quelque sorte, voilà ces joueurs. Est-ce qu'il y a une discipline qui est bien établie? Est-ce qu'ils écoutent énormément l'entraîneur? Énormément par rapport à ce que moi je développe, ce que je veux en quelque sorte, par rapport à leur championnat, tout ce qui s'ensuit en quelque sorte. Oui, oui. Et puis, j'aimerais dire quelque chose en quelque sorte. C'est-à-dire que moi, j'avais décoché uniquement à un moment donné au réveil sportif. Et par rapport à certaines choses, en quelque sorte, le bénévolat, ces petits jeunes sont quasiment, vous savez déjà que s'ils ne sont pas dans la partie trouver quelque chose ou encore le sport ou encore, je pense que nous savons là où nous allons les chercher ou encore les retrouver. Alors là, je suis revenu, il n'y avait que des karatékas et des judokas. Ils n'ont que 4 saisons. Et sur les 4 saisons, en quelque sorte, moi, je n'ai rien à dire. Le constat est là. Raphaël Georges, nous sommes ici au réveil sportif. Alors, quels sont les ateliers que vous mettez en place pour ces jeunes des U15? C'est plus des ateliers de coordination et de technique. Là, la semaine dernière, on a fait beaucoup de physique. Là, on a travaillé beaucoup de technique.
Ballon, ce soir, c'est que ballon, 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 ballon. Là, ils sont encore en apprentissage, hein, que ça, que ballon, il faut travailler avec eux, hein. Est-ce que le ballon leur permet de maîtriser la balle en même temps, de maîtriser leurs gestes également? Eh bien, effectivement, c'est ce que nous travaillons, c'est la maîtrise, beaucoup de maîtrise avec le ballon. Et comme je le dis, le ballon, c'est l'arme fatale qu'on a. C'est avec le ballon qu'on joue. Alors, on doit pouvoir la maîtriser. Alors, comment se comporte ce groupe aujourd'hui? C'est un groupe qu'on a reconstitué cette année, puisque l'année dernière, avec le Covid, on n'a pas eu de U15. C'était très, très, très difficile. On était pratiquement en stand-by en U15. Et là, on reprend les U15 cette année, parce que c'était pas évident l'année dernière. Est-ce que vous avez prévu des ateliers vraiment plus techniques que ces ateliers-là? Oui, oui, on a beaucoup d'ateliers beaucoup plus techniques que ça, puisque depuis le mois de septembre qu'on travaille, on a fait quand même 2 matchs dans la saison, puisque on a gagné des matchs par forfait avec des autres équipes qui ne sont pas venues. Il y a un progrès, on sent le progrès avec ces jeunes. Oui, oui, pourtant oui. On a des U13 aussi qui montent jouer avec nous, de très bons U13 qu'on a, et qui permettent d'étoffer le groupe en plus. Alors, est-ce qu'ils sont disciplinés, ces jeunes, à leur âge? On sait c'est de l'adolescent. Est-ce qu'ils sont à l'heure? Est-ce que vous êtes rigoureux sur l'heure que vous leur donnez pour l'entraînement? Eh bien oui, à cet âge, ils sont encore maniables. On peut encore les manier, mais arrivé en 17, ça devient plus difficile. Oui, c'est quelle raison? Parce que là, en 17, là, ils passent au lycée. Il y a le lycée, et on veut s'affirmer au lycée. Et c'est là ça devient difficile. Après, tu les as en U13, en U15, à côté de vous, quand ils passent au lycée, ils ne vous reconnaissent même pas. Alors, on veut dire que l'état d'esprit change quand ils arrivent en 17? Oui, l'état d'esprit change. Parce qu'après, arriver au lycée, c'est là où les parents doivent être très, 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 très vigilants. Ouais, c'est arrivé au lycée parce que là, l'enfant, des fois, il part, le parent ne le voit pas, il rentre, le parent ne le voit pas, et là, l'enfant part et c'est ça. Et votre rôle aussi, c'est un rôle d'éducation également? Voilà, voilà, voilà. C'est surtout ça. Parce que j'ai déjà entraîné des jeunes qui sont morts, hein, là. Hein. Et là, ça a été très, très, très difficile pour nous. Pour les parents aussi, je suppose? Ah oui, ah oui, ah oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Eh bien, de continuer à les garder dans cet état d'esprit et de les faire progresser encore plus. Direction l'US Robert avec les jeunes U11, U15. Écoutons tout d'abord l'entraîneur des U11, Marvin Bélance, puis Steve Perras, entraîneur des U15, ainsi que la présentation des jeunes U15 au micro de 100% Sport. On est ici à l'US Robert avec Monsieur Bélance. Alors, Monsieur Bélance, comment ça se passe l'entraînement ici pour l'US Robert, les jeunes U13, U15? Ben, ça se passe super bien. On a de super éducateurs. À partir de l'école de football jusqu'en U19, toutes les sections de jeunes, je n'ai rien à dire à propos de ces sections-là. Là, c'est la préparation pour la rencontre du Golden Star, sûrement. Oui, exactement. Nous sommes à la veille de match, on ne va pas faire grand-chose avec les enfants. C'est un peu de vivacité, un peu de jeu pour finir avec cela. Le match va se jouer ici, c'est vous qui recevez ou bien? Oui, c'est nous qui recevons. Il y a 2 semaines, nous étions allés à Serge-Rouge. Nous étions allés gagner 5-1. Nous étions allés gagner 5-1. Donc, bon, les 2 équipes jouent d'ailleurs. Hein. L'équipe 2 joue avant contre Rivière Pilote et nous jouons. Enfin, on joue avant contre Rivière Pilote et après l'équipe 1 joue contre le Golden Star. À quelle heure sont les rencontres? Alors, la première rencontre est prévue à 7h30 et l'autre à 8h45. C'est mieux pour les enfants par rapport au soleil? C'est avant tout, on n'a pas le choix, parce que comme on n'a qu'une seule paire de goals, donc du coup, nous ne pouvions pas faire 2 matchs simultanément. Donc, je pense que là, tout le monde est motivé pour l'équipe de France. Pour dimanche, tout le monde sera devant leur petit écran. Oui, mais malheureusement. Pour eux, ils ont un tournoi. Et certains d'entre eux ont un tournoi au Verpré, à l'hommage de Jean-Claude Laëly.
Donc il y aura certains qui seront au tournoi de vue après, mais pour eux, enfin pour nous, il y aura un grand écran qui diffusera la finale. Donc le tournoi sera étalé sur toute la journée. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, M. Bélance? Avant tout pour eux, c'est de la réussite, du bonheur. C'est une bonne section quand même, là. Et du bonheur, ouais, nous sommes plus d'une trentaine déjà. Trentaine, assez nombreux. Plus d'une trentaine, nous pouvions faire 3 équipes avec l'US Robert. La dernière fois, on avait entendu parler de l'US Robert face à la Samaritaine. Ouais. Il y a eu des revanches dans l'air d'ici là? Pas espèce de revanche, c'est pas forcément les mêmes enfants, mais non, on va dire c'est l'entraînement global là, ce soir avec les U13, U11. Non, les U11 sont là-bas. Oui, les U11 sont on les voit, hein, les U11 sont là-bas, on les a eu déjà. Et ça, c'est les U13, ça c'est les U13. Donc ouais, on va essayer d'arriver le plus loin possible avec les deux équipes, en espérant que ça aille au bout, qu'ils décochent quelque chose. Quels sont leur état d'esprit, ces U15? Ils sont... Malgré tout, c'est de l'amusement. Alors, on va dire que c'est de l'amusement. Nous sommes loin de la compétition, mais ils ont toujours quand même un esprit de compétition. Ils ne veulent pas perdre de match. D'ailleurs, ça se voit sur nos résultats. On a 7 matchs, 7 victoires. Donc, en espérant que ça dure le plus longtemps et qu'ils aillent au bout. Alors, 7 matchs, 7 victoires. Il y a quand même une formation pour ces jeunes vis-à-vis des arbitres. Quand ils rencontrent les arbitres, ils sont briefés à ne pas disputer. Quand l'arbitre siffle une faute, ils n'ont pas en fait, quand il faut déjà les former dès maintenant, ou quand ils sont vraiment adultes, seniors, savent respecter l'arbitre sur le terrain aussi. Oui, tout à fait. Après, ce sont des humains, ils ont des réactions humaines, ce qui est tout à fait logique. Mais on leur dit le plus souvent de laisser les arbitres pour nous et de se concentrer sur le jeu. Même si le match déborde, de se concentrer sur le jeu et au final, ça finit par payer à chaque fois. Alors, on est ici ce soir à l'US Robert avec l'entraîneur des U15. Alors, M. Perras, comment ça fonctionne, ces U15? Comment vous les entraînez? Et quels sont les ateliers que vous mettez en place pour ces jeunes? Alors, comment ça fonctionne déjà? C'est par rapport déjà à l'intérêt des jeunes, l'intérêt qui porte à ce qu'on met en place, nous les éducateurs. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident parce qu'on a une génération qui n'est pas très concentrée. Donc, on doit jouer aussi de malice pour pouvoir intéresser les jeunes. Donc, c'est pas toujours très facile. Mais bon, une fois qu'on a réussi à captiver leur attention, on se débrouille pas mal et puis on a des joueurs qui sont assez réceptifs. Donc, ça se passe pas trop mal. C'est la mise en place aussi d'une formation pour eux également vis-à-vis des arbitres et puis vous avez le respect des adultes aussi. Ah oui, comme on dit tout souvent, le foot amateur, c'est l'école de la vie. Donc notre responsabilité, c'est d'abord de former des hommes, de préparer de futurs hommes à travers le vecteur du sport qui est le football. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Eh bien que les gamins progressent parce que c'est l'une des choses, que les gamins soient respectueux. On n'a pas de souci à ce niveau-là, mais en tous les cas, et puis qu'ils soient surtout épanouis au sein de ce qu'ils ont choisi de faire. Comment, avant dernière question, comment les parents perçoivent l'entraînement vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des entraîneurs? Eh bien, figurez-vous qu'au Robert, on a de très bons retours parce que lors d'une dernière réunion qu'on a eue il y a une semaine, justement, c'était l'un des thèmes, savoir comment la première partie de saison s'est déroulée, comment ils ont perçu la première partie de saison. Donc, on n'a eu que des retours positifs. Donc, on estime qu'on s'en sort pas trop mal, surtout qu'on a des jeunes qui sont un petit peu difficiles parfois, qui ont des soucis à l'école, qu'on arrive quand même à cadrer dans notre milieu. Alors ce soir, c'est un entraînement, on va dire un petit décrassage ce soir? Pas décrassage, mais entraînement classique. Entraînement classique sur une préparation, disons sur une saison. Donc on est toujours dans la formation, donc il faut qu'on accentue beaucoup le travail sur, en tous les cas c'est notre valeur ici, accentuer sur la maîtrise du jeu, l'intelligence de jeu. Donc on y accorde beaucoup de temps et beaucoup d'importance. Alors quels sont les ateliers que vous mettez en place? La rapidité, la technique? Alors un atelier qui est très important, parce qu'on se rend compte que nos gamins perdent en coordination, donc ça c'est une chose primordiale pour le foot. Et puis des ateliers de jeu collectif, des ateliers du jeu réduit, et puis aussi du travail devant le but. Tout ce qu'on retrouve un petit peu dans le football en tous les cas. Merci M. Perras. Je vous en prie. Allez les enfants, on fait un petit coucou, je vous quitte. Voilà. Regardez 100% Sport lundi à 20h45. Ok. Je m'appelle Coralie Chiffrin, ailier droite.
Gomel Matteo, avançant de l'Escoubio. Oko Alan, avançant de l'Escoubio. Portasondi, arrière gauche de l'Escoubio. Valentine Anthony, avançant de l'Escoubio. Vous pouvez parler fort, hein, les enfants. Sandouman Kellen, défenseur central à l'Escoubio. Joseph Auguste Noah, défenseur central de l'Escoubio. Rosa Montino Hayden, arrière droit de l'US Robert. Steven Fournier, latéral de l'US Robert. Ilan Souden, milieu de l'US Robert. Et on recommence parce que j'ai rien compris, j'ai rien entendu. Continue. Latéral droit de l'US Robert. Idées latéral gauche de l'US Robert. Bonsoir, je m'appelle Barbou Midi, je joue à l'US Robert. Il dit droit. Azéoui à Nice, milieu défensif de l'US Robert. Joseph Auguste Florian, attaquant de l'US Robert. Milieu de... Oh, excusez-moi. Je m'appelle Auguste Nadan, je suis défenseur central et milieu de terrain défensif sélectionné. Je joue à l'US Robert. Alors, Ruben, reste là. Depuis quand tu joues au ballon ici à l'US Robert? Ça fait 6 ans que je joue à l'US Robert. Tu joues quel poste? Milieu. Alors, Milieu on va dire que tu es le distributeur de tous ces, avec tous tes collègues, c'est toi qui distribues le ballon? Exactement, c'est ça. Alors, tout à l'heure, on va dire dimanche, il y aura la finale, la France contre l'Argentine. Tu es pour quelle équipe? Entre les deux, je suis pour l'Argentine. Mais ton cœur balance pour la France aussi? Non, pas du tout. Pas du tout, que l'Argentine. Qu'est-ce qui te fait? Pourquoi l'Argentine? C'est je veux pas que la France gagne, c'est tout. Tu connais quelqu'un qui joue bien en Argentine? Oui, Messi, Léo Messi. Direction le Golden Lion. Écoutons le président, charge-lui pendant la rencontre du championnat Club Colonial Golden Star, battu 2-1. Il était au micro de 100% Sport. Serge Louise, président du Golden Star et président de la section football. Alors, président, comment fonctionne le Golden Star? Quels sont les atouts pour essayer de gagner 1-0 ou bien 2-0 pour récupérer cette victoire auprès du Club Colonial? Alors là, je pense qu'il faut que... Bon, c'est un match qui est très serré. La première mi-temps a montré ça. Deux équipes qui se tiennent, de bonnes valeurs. Il faut qu'on joue. Il faut qu'on joue et au lieu d'allonger, comme on l'a fait peut-être en première mi-temps, qu'on cherche le jeu, c'est ce qu'on sait faire. Et puis, on a des atouts offensifs, il faut les trouver, mais par le jeu collectif, je pense. Quels sont les potentiels de ces jeunes? Alors, beaux effectifs de jeunes, beaucoup de licenciés, et puis 2 sélectionnés parmi eux, et puis un bon groupe, bon, une bonne majorité de 14 ans, puisque c'est la catégorie 14-15 ans, mais c'est un groupe qui se reforme et qui doit apprendre à jouer ensemble. Dans quel état d'esprit ils sont quand ils rentrent sur le terrain? Ah là, ils sont motivés. Là. En plus, ils ont quand même en tête que c'est un derby. Et non, ils ont envie de gagner parce que là, on commence la deuxième phase du championnat. Et ils ont envie de faire quelque chose, de figurer et de finir premier parce qu'ils ont raté la phase élite. Donc là, ils ont envie de montrer quelque chose, de se montrer, de faire quelque chose de bien. En tout cas, rien n'est perdu pour l'instant. Non, c'est un match bien équilibré. Il faut faire attention au Club Colonial, qui a une bonne équipe aussi. Eh bien, c'est quand même bien de voir qu'on a, comme au niveau des 15 ans, on a 2 bonnes équipes, 2 équipes de bon niveau. C'est bien pour l'avenir. Eh bien, c'est vrai, ce sont des jeunes, ils sont très prometteurs aussi. Oui, au sein des 2 équipes. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils cherchent tous les 2 à jouer. Les 2 équipes cherchent à jouer, c'est-à-dire qu'on ne voit pas tout le monde derrière le ballon, donc c'est pas mal ça. Ça, c'est déjà de bon augure pour la suite. Dernière question, comment faire pour vous contacter si un jeune voudrait être au Golden Star? C'est pas compliqué. Stade Serge Rouge le mercredi. Le mercredi toute la journée et notamment le mercredi après-midi pour cette catégorie d'âge.
On poursuit avec la Coupe de Martinique avec la réaction du gardien du club franciscain et l'entraîneur Patrice Cavlan, suivi de l'entraîneur du Golden Lion, au micro de Walter Riga pour 100% Sport. Alors ce soir, on peut dire qu'il y a le sourire, il y a la banane, hein, après une belle victoire face au Golden Lion. Oui, tout à fait, c'est là, ben, je ne sais même pas quoi te dire. Là, c'est, on va dire, le travail qui est concrétisé hein, depuis un bon moment et voilà. Hein. C'est vrai, le Golden Lion est parti tambour battant, mais vous avez su quand même contrer les assauts de ce dernier. Oui, exactement. Et puis on a mis beaucoup d'intensité dans le jeu et puis ça a payé. Hein. Voilà. Et puis on constate que ces jours-ci, vous avez retrouvé de bonnes sensations puisque vous avez été le pénalty de Thierry Catherine. Oui, tout à fait. Et puis c'est, comme je dit, le travail qui paye, c'est ça. Voilà. Alors, il y a encore une autre échéance qui vous attend, c'est la finale de la Coupe Vive, et ça sera encore face au Golden Lion. Tout à fait. Eh ben, qu'est-ce que je peux te dire? Ben, on va venir pour la gagner encore, hein, pareil. Hein. Merci beaucoup. Le sourire, une victoire qu'on attendait depuis bien longtemps, surtout sur une finale de Coupe de Martinique. Oui, je crois que c'est la deuxième en 3 ans. Comme vous dites que ça fait très longtemps, donc ça, on n'a que l'an dernier qu'on n'a pas gagné. L'année d'avant, on avait gagné. Et on est content de cette victoire parce que le club franciscain a connu un début de saison très difficile avec beaucoup de blessures, beaucoup de hauts et de bas. Et ce soir, la victoire, elle est belle parce que le plan de jeu a fonctionné, les joueurs étaient très sérieux, très disciplinés et on a scoré au bon moment. C'est vrai qu'on aurait pu tuer le match, on n'a pas pu le faire. Mais j'espère que le public franciscain est fier de cette équipe ce soir parce qu'on l'a fait pour eux, on l'a fait aussi pour Yann Timon, qui pour nous a subi une vraie injustice. En tous les cas, on va dire une victoire bien construite, puisque vous avez su, dès le départ, contrer les assauts de l'adversaire. Oui, bien sûr, une belle équipe du Golden Lion avec des joueurs de qualité. C'est une très très belle équipe. Elle n'est pas championne de Martinique 2 fois d'affilée pour rien. C'est une équipe qui a énormément de qualité, mais on a voulu mettre tous les ingrédients de notre côté pour renverser justement cet orgue Joséphin aujourd'hui et c'est chose faite et on est très content de ce qu'on a produit. Alors il y a aussi d'autres échéances à venir, qui donc est cette finale de Coupe Vive qui sera encore face au Golden Lion. Oui, une finale qui ne va pas ressembler à celle-là parce que je crois que les deux équipes vont retrouver la totalité de leur effectif. À nous de bien passer les fêtes, bien se soigner, bien passer aussi les têtes parce qu'il y a beaucoup de joueurs fatigués, que ce soit physiquement ou moralement. Et puis ensuite, on reviendra en ce début de saison pour jouer cette finale contre le Golden Lion, pour espérer aller représenter la Martinique en Guadeloupe le 18 janvier prochain. En tous les cas, bonne continuation. Merci beaucoup. Alors Thierry Sardou, c'est vrai que votre équipe a fait une très bonne entame de match, mais à la longue, vous récoltez une défaite face au Club franciscain. Ouais, une défaite, on fait 2 cadeaux en première mi-temps, puisque c'est des ballons qu'on perd bêtement dans nos 30 mètres. Et après, quand on fait des erreurs comme ça et que nous on ne marque pas en face, on n'est pas réaliste dans la surface adverse. On est mené 2-0, donc la deuxième mi-temps ça a été beaucoup plus difficile. Puis plus le match avancé, plus nous physiquement on tapait dedans. Donc on a eu du mal, même si on a une domination on va dire territoriale avec un adversaire qui nous attendait, qui essayait d'aller vite vers l'avant, passer par-dessus avec du ballon, des gelons. On n'a pas eu les jambes pour revenir au score en seconde mi-temps. C'est dommage d'avoir fait cadeau de 2 buts en première mi-temps, surtout sur notre bonne période. Qu'est-ce qui a manqué à cette formation ce soir? Le réalisme offensif et le réalisme défensif, parce qu'on n'a pas le droit, en arrivant sur un match comme ça, à faire des erreurs comme on a fait sur les 2 buts. Et puis nous, quand quelque chose une occasion se propose, il faut la mettre au fond, et c'est ce qu'on n'a pas su faire. Donc voilà, on perd 2-0. Il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, dernière question, jamais 203, vous perdez face à l'Aiglon pour la finale de Coupe de France Zone Martinique. Et vous perdez ce soir en finale de Coupe de Martinique et vous avez une finale de Coupe Vive qui vous attend face encore et le club franciscain. Oui, ben, on essaiera de prendre notre revanche. Après, si on la perd, mais on va essayer un peu aussi de bien préparer ça, même si la trêve sera courte, puisqu'on joue encore le 21. Après, on aura 15 jours pour recharger un peu les batteries, mais puis après, on attaque sur le même rythme, le 7, le 11, le 14. Donc, ouais,
Ça sera un autre match le 11 janvier. Et puis, ben, à nous de le gagner. Arrêter cette série noire sur 2 finales. Bon, on y est, hein, dans les finales. Nous, on a la chance d'y être quand même. Faut pas l'oublier. Mais bon, c'est vrai qu'on retient que les vainqueurs. Voilà, tout à fait. Merci. Et bon. On poursuit avec la Coupe du Monde France-Argentine. Écoutons les quelques réactions. Alain Lérandi, Bernard Blaz, Loulou, Daniel Tandavarian de Trinité, Christophe Becquet, le Samaritain, et au micro de 100% Sport. À 2-0 à la mi-temps, vous vous rendez compte? 2-2. On part, on gagne, on perd, on gagne, on perd, et puis tir au but. Vous savez, c'est la loi du football. Mais je ne sais pas, je n'ai rien à reprocher à aucun joueur, mais j'ai beaucoup de félicitations à Mbappé. C'est l'homme du moment. C'était un bon duel entre Mbappé et Messi. Un bon duel entre Mbappé et Messi, les joueurs de Paris Saint-Germain. Mais le plus fort a gagné. Il faut reste modeste, quoi. Il faut être modeste. Mais pour les gens qui ont fait le déplacement, qui ont payé leur ticket, vous savez, ça revient très cher, ils ont vu une belle finale. Ils ont eu pour leur argent, on va dire. Ils ont pour leur argent. Dernière question, Alain Lérandi, c'est vrai, vous regardez cette émission régulièrement, 100% Sport. Oui. Une réaction dessus? Eh bien, je dis que c'est une très bonne initiative. En plus, c'est un Samaritain qui est à la baguette. Félicitations, M. Diaz. Bernard Blaz, une réaction après cette Coupe du Monde? Écoutez-moi bien, moi, je suis français, mais depuis tout petit, le football qui m'a montré en France, c'est le Brésil. Le Brésil m'a montré le football, et en plus, je suis brésilien à 1000, mais je supporte un peu la France. Le Brésil est éliminé en quart de finale, mais je suis brésilien. En tout cas, un bon match quand même, mené 2-0 à la mi-temps et après, en deuxième mi-temps, la France réduit le score à 3 buts partout. Oui, à 2 buts partout. 2 buts partout, mais la façon dont le match se déroulait, je sais que la France va perdre le match au pénalty. Il n'y a pas de tir de pénalty. Le mot de la fin. Vous avez quelque chose? Je suis contre la France en football, mais j'ai ma fille qui joue à l'équipe de France en escrime. Je ne suis pas contre la France tout entière, mais en football, je suis contre la France. Pourquoi? Je m'explique pourquoi je suis contre la France. Trop atrocité contre le noir, contre les Noirs en France, contre les Antillais en France. Alors c'est pour ça que je suis contre la France. En tout cas, les tirs au but, c'est un exercice délicat. Délicat, on dit c'est un dé. Celui qui gagne, il gagne. L'Argentine était meilleure, il a gagné. Mais je dis quelque chose, je ne suis pas contre la France tout entière. Mais comme je dis, le monsieur qu'on appelle Zemmour, il dit que 8 équipes dans l'équipe de France, c'est inadmissible. Je ne prends pas ça dans ses mains. Jamais on ne va pas ça dans mes mains. Après un bon petit poulet rôti, eh ben, c'est vrai. On retourne du côté de Loulou. Alors Loulou, une réaction après ce petit poulet rôti, cette Coupe du Monde? En ce qui concerne le petit poulet rôti, c'était formidable. Hein? On s'est passé un bon petit moment. Maintenant, en ce qui concerne le match très 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 difficile pour la... C'est un match très difficile pour la France. J'ai constaté ce que nous avons vu, c'est que le collectif argentin a largement, nous a complètement, vraiment gênés. Le collectif nous a vraiment gênés parce que notre jeu, je crois que le système que nous avons mis en place a donné ses limites, nous sommes arrivés à la limite. Ce qui voudrait dire que pour nous, l'Argentine avec son jeu collectif, nous a vraiment la vitesse, le jeu, ça nous a vraiment débordé. On ne savait même pas où donner la tête avec ce football. Pendant 25 minutes, 30 minutes, on était perdus en première mi-temps, complètement perdus. On savait quoi faire. Et je pense que c'est le système. Je ne sais pas quoi faire, mais le système, il m'a semblé que le système est arrivé à bout. Il faut qu'on change. On n'a pas de jeu, on n'a pas fait de jeu. Vraiment, aujourd'hui, on n'était pas dans le jeu. Eh bien, on sort du Qatar, on revient en Martinique. La Samaritaine qui gagne
l'Assaut de Saint-Pierre, mais qui gagne également le Coupe coloniale. Une réaction dessus? Oui, j'ai vu les derniers matchs qu'on a là, au Monde des Est. Il me semble que la Samaritaine, en ce moment, elle va en poupe. On travaille sérieusement parce que des fois, je vais à l'entraînement, je vois les gars, ils travaillent. Je pense qu'aujourd'hui, les premiers fruits sont en train de revenir. Nous devons être très constants et continuer sous la marche. Bientôt, ce sera le club franciscain. Je souhaite un bon match de football. Et je peux vous dire que vraiment, si nous continuons sur cette lancée, nous pouvons aller très loin. Daniel Dondabarian, après cette Coupe du Monde, une réaction? Ma réaction est que c'était deux belles équipes. L'Argentine a bien profité de son match de Coupe du Monde. La France a été à la hauteur également. Et voilà, ce que je regrette pour l'équipe, je regrette vraiment pour l'équipe de France parce qu'elle a été vraiment performante aussi par rapport à la première mi-temps. En seconde mi-temps, elle est remontée 2 buts. Puis un troisième, croyant que c'était acquis. Finalement, l'Argentine est allée au tir au but. Malheureusement, nous n'avions pas su faire la différence en deuxième mi-temps. En tout cas, la France revient de loin. Après 2-0 en première mi-temps, menée 2-0 en première mi-temps, il revient de loin, la France. Oui, c'est vrai, la France revient très loin. Mais vraiment, ils se sont pas découragés. Ils ont pu remonter. Et vraiment, félicitations aux deux équipes quand même. Je pensais que, franchement, j'étais pour l'équipe de France, mais malheureusement, pour eux, l'Argentine est partie avec le trophée. C'est ça le football, il faut gagner en perdant. De toutes les façons, on verra ça dans 4 ans. Dernière question, vous qui regardez énormément 100% Sport tous les lundis soirs, une réaction sur cette émission? Une très belle émission. Je remercie Daniel Diaz également pour son émission parce que par rapport à ce qu'on voit d'habitude sur les autres chaînes, là vraiment il y a du sport. On a tous les sports, du cyclisme, du basket, du football, du tennis et tout. On se régale en regardant cette émission et je suis fier de cette émission également. Christophe Bécouet, vous êtes arrière à la Samaritaine. Parlez-moi des 2 matchs. Vous avez gagné l'Assaut de Saint-Pierre, plus vous êtes offert au Monde des Est le club colonial. Une réaction là-dessus? Exact. Alors, 2 matchs en retard. Comme on dit, les matchs en retard ne sont pas gagnés d'avance. Contre l'Assaut, c'était un match très, très rude. On avait fait 2-2 il y a 3 semaines de ça à Saint-Pierre. Et on a pris le match par le bon bout. On a pu gagner 3-0. Donc, on s'était déjà refait une bonne santé. Ensuite, on a reçu le club colonial hier après-midi au Monde des Est. Donc, c'était pas un match évident. Il y a eu beaucoup de duels. Le club colonial était invaincu. Et ils ont eu leur première défaite hier après-midi au Monde des Est. Donc, nous sommes invaincus à domicile. Ça, c'est une bonne chose. Et on était dernier il y a peut-être un mois. Et là, nous sommes déjà 3e et l'objectif, c'est les 6 majors. Ça permet à Samaritain de prendre, on va dire, de respirer un petit peu. Exactement. On a pris un bon bol d'air. On se replace et puis tout le monde commence à avoir un petit peu peur de nous, j'ai envie de dire. On redore le blason. Donc, c'est important. Et il reste 4-5 journées. Ça finit à la fin du mois de janvier et on va tout faire pour être qualifié pour les playoffs. Voilà. Une réaction sur la Coupe du Monde? Ben, malheureusement, étant français, étant supporter de l'équipe de France, un petit peu triste quand même, mais on n'a pas de mérite. Un beau match. Très beau match, très bon match. On s'est battu avec nos valeurs, nos armes. On était mené 2-0 très tôt. On a pu réagir, donc c'est bien. J'ai envie de dire qu'il y a un petit peu de déception quand même, c'est normal en tant que compétition, en tant que supporter français. Mais on a fait le taf comme on dit, et puis le meilleur a gagné, et puis... La France qui revient de nulle part vers le bon duel entre Messi et Mbappé. Voilà. J'espère que Messi nous donnera la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain à la fin de l'année. Voilà. Enfin, on termine avec Maël Château-Henry. Nous l'avons rencontré dans son atelier avec sa pirogue. Regardez le reportage de 100% Sport. Aujourd'hui, on est à la rencontre de Maël. Maël qui fait de la pirogue. Maël, bonjour. Bonjour. Alors, depuis quand tu fais de la pirogue? Ça doit faire 2 ans que je fais de la pirogue dans cette discipline, mais juste avant, je faisais du kayak, donc sur ski, qui est à peu près similaire. C'est un peu des kayaks affinés et qui vont surfer. Et on profite de
de la forme du kayak pour pouvoir profiter de ces vagues et de cette glisse. Alors, quelle différence entre le kayak et l'aviron? Et la pirogue, du coup, c'est une océan. Donc là, elle n'est pas installée, mais on a une forme très affinée avec ici des trous qu'on pourra mettre les aïtos. Donc ici, ils sont en acier. Je vais pouvoir mettre les aïtos. Ensuite, l'amas. Et on Alors, est c'est bien quoi sûr l'amas à gauche. exactement? L'amas, c'est sur quoi la pirogue va se poser. Parce que on est dans une discipline, on a une rame, une monorame, et on va ramener d'un côté, puis d'un autre. Donc, C'est pour l'équilibre de la pirogue aussi? Aussi. Après, ça dépend. Comme ça vient de la Polynésie. Donc là, il est un peu plus modernisé, surtout avec les pédales. Donc on a ici des pédales et un safran derrière. Donc plus facile pour la direction, aussi bien dans les vagues que face au vent. Mais là, le traditionnel, c'est en V1. Et cette pirogue traditionnelle n'a pas les pédales et le safran et se dirige totalement avec le coup de rame. Donc c'est beaucoup plus physique et ça demande beaucoup plus d'entraînement qu'un océan. Est-ce que vous êtes détenteur d'une balise au cas où? Ça dépend. Alors, on reste en général dans les 300 mètres. Donc je reste dans les 300 mètres. On va juste la poser. Yes. Si je reste dans les 300 mètres d'un abri, j'ai pas besoin de balise. Mais c'est vrai qu'en général, quand je fais des longues distances, il faut tout ce qui est matière de sécurité, moyens de communication, balisage et puis bien sûr GPS. Donc dans les grosses compétitions, c'est un matériel qui est requis et qui est obligatoire avant de commencer une compétition et bien sûr qui est vérifié. Alors tu as fait quoi comme compétition? Alors de ce niveau dans cette discipline, j'ai fait The Race, qui est une compétition en janvier chaque année, qui est la deuxième compétition la plus longue au monde en downwind. Downwind, ça veut dire qu'on est dos au vent et que ça peut être que du surf. Donc je l'ai fait en équipe féminine l'année dernière, en V4. Donc on n'était que 4. Cette année, je le fais en équipe mixte, en V6. Donc on est 6 sur une pirogue. Et on va essayer de viser cette année les 4 heures, en dessous de la barrière des 4 heures. Il y a une compétition prévue très bientôt? Oui, le 28 janvier. Le 28 janvier, donc on part de la Pointe des Châteaux à Saint-François. Et on descend jusqu'à la marina. Je présume que c'est en Guadeloupe, à l'île Sœur? Oui, bien sûr, en Guadeloupe, qui d'ailleurs, c'est une discipline qui est beaucoup plus présente et développée en Guadeloupe qu'en Martinique. Et justement, en Martinique, combien de personnes qui pratiquent la pirogue en Martinique? On n'est pas beaucoup, à ce que je sache, on devrait être 3 clubs. On a le club de Tartane, dans lequel je fais partie, qui existe depuis 2018. Il y a aussi un club dans le sud, aux Anses d'Arnay. Quand vous dites le club de Tartane, c'est où exactement? C'est à Lens-Pourtourne? Oui, à Lens-Pourtourne. Juste à côté de terrain de tennis, je crois. Voilà, exactement. Et on a, si vous y allez, vous allez sûrement voir près de la plage une pirogue rouge qui est posée sur l'herbe. Et pour 2 à 3 fois par semaine, on la met à l'eau. Donc, que ce soit pour le loisir, pour des découvertes ou pour des entraînements sportifs à visée compétition, on la sort. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est une discipline que j'adore. Donc, moi, être sur l'eau et pouvoir surfer. Mais c'est vrai qu'en Martinique, dans les compétitions et dans les sorties, je suis quasiment l'une des seules femmes à exercer cette discipline. Et du coup, j'aspire à ce qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans cette discipline et qu'on puisse se retrouver plusieurs sur l'eau. Voilà, merci à tous. Un grand merci à toute l'équipe de 100% Sport, notre partenaire CAD, PMS, Tilo, Jean-Michel Chézère, le jeune co-animateur Yann Nadeau, Victor Bellegarde et votre serviteur. Bonne fête à tous, prudence sur les routes, sportez-vous bien, prenez soin de vous, on se retrouve en 2023. D'ici là, je vous dis bonsoir chez vous.